Bonsoir à ceux qui nous rejoignent dans Intégral Week-end. Saint-Martin a subi de plein fouet les foudres d'Irma, ouragan de catégorie 5. Elle s'est éloignée entre-temps et a été rétrogradée, mais désormais d'autres sont dans sa ligne de mire et dans son sillage. Tout n'est désormais que désolation. Sans compter la menace exercée désormais par José, passé en catégorie 4 et qui devrait également avoir un impact sur cette même île de Saint-Martin. Nous allons parler de l'urgence des heures à venir pour ceux qui ont eu peur, ceux qui ont tout perdu, on l'a entendu dans un témoignage à l'instant encore, et qui craignent évidemment pour leur avenir. Bonsoir Laurent Vibert, vous êtes PDG de Nitidis, spécialiste de la gestion de crise, vous êtes également ancien pompier. Face à vous, il y a Patrick Caram, ancien délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer. Vous êtes en outre président d'honneur du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer. Et puis à vos côtés se trouve Jean-François Corti, directeur des opérations internationales à Médecins du Monde. Vous nous parlerez bien sûr de la situation qui prévaut en Haïti ce soir, après le passage d'Irma également au large des côtes d'Haïti. Nous serons également en duplex dans quelques minutes avec notre correspondante à Washington, Pauline Simonet, qui nous attend et qui nous parlera de la Floride qui se prépare elle aussi à affronter les foudres d'Irma. 9 morts, 7 disparus et 112 blessés, rien que pour Saint-Martin. Ce pourcentage effrayant que vous avez tous entendu qui a frappé les esprits, une île détruite à 95%. Saint-Martin peinera, c'est sûr, à se relever de cette catastrophe. Les secours envoyés par Paris via les Antilles sont déjà opérationnels. 450 hommes déployés, 190 bientôt sur place pour les épauler. Mais déjà, une nouvelle menace. On peine à imaginer ce que José peut encore infliger à Saint-Martin. Est-ce que cela peut remettre en cause les secours actuels? Je m'adresse à vous peut-être pour commencer. Remettre en cause, la problématique majeure, c'est qu'on part sur un théâtre de chaos complet, et les organisations antérieures, tout ce qui a pu être mis en place, les plans structuraux qu'on peut avoir d'une commune, d'un département. Je rappelle que l'île, c'est 87 km² pour la partie française. C'est quand même une petite entité qui a été jusque-là assez préservée. Donc le mode de réaction et d'action des secours sur place est aussi aggravé par le fait qu'on a des délais pour acheminer matériels et hommes sur place. On a une météo qui est aussi un facteur très aggravant avec José qui menace aussi dans les heures à venir. Difficulté pour atterrir avec un petit aéroport. Difficulté aussi pour faire accoster les bâtiments, notamment le navire, des bâtiments de la Marine nationale qui sont quand même de gros porteurs. Donc toute l'organisation qui a pu être mise en place depuis des décennies et des décennies avec quelque chose qui était a priori suffisant, on s'en rend compte, ne l'est pas du tout. Donc il faut prendre des mesures qui sont des mesures fortes, mais avec tous ces éléments qui sont toujours dans une gestion de crise, des choses aggravantes. On est dans une loi, malheureusement, qui ne permet pas d'avoir aussi une visibilité à court terme. C'est compliqué. Est-ce à dire, Patrick Caram, que tout cela, comme le disait M. Vibert à l'instant, pourrait compromettre les efforts en cours? C'est-à-dire que le navire qui doit partir, il me semble, le bâtiment de la Marine nationale qui doit partir mardi avec des moyens lourds, pourrait ne pas accoster alors qu'on a besoin de lui urgemment en ce moment? Alors c'est le vrai sujet. José ne va pas, normalement, s'il ne dévie pas de cette trajectoire, mais il n'y a aucune raison qu'il dévie. Aujourd'hui, on arrive à prévoir assez précisément les trajectoires des cyclones. José devrait passer au large quand même de Saint-Martin, mais apporter dans ses ailes des vents assez forts, 100-150 km, et dans un territoire assez affaibli, ça peut poser un problème. Et ça peut aussi poser un problème pour les secours. C'est ça aussi le vrai sujet. Et au-delà de cette aide d'urgence qui est absolument nécessaire, il y a un sujet dont on a parlé là et qu'il ne faut pas éviter. Les pillards. Les pillards, on l'a connu après Hugo, en Guadeloupe, on a connu les pillards, mais ça n'avait pas pris cette dimension-là. Les pillards... On les pratique pas dans un climat insurrectionnel. Alors, mais il faut le dire. Pourquoi ? La situation est extrêmement grave. J'ai eu des amis au téléphone qui m'ont fait part de leur peur. Leur peur parce qu'aujourd'hui, au départ, les pillards s'en prenaient aux magasins de vivres. Ils s'en sont pris ensuite aux bijouteries. Une des bijouteries a été dévalisée devant la préfète et devant les gendarmes. Et ils ont laissé faire. Et ça a été pris comme étant un blanc-seing. Et aujourd'hui, la situation est devenue incontrôlable. Parce qu'on n'a pas su arrêter à temps ces pillards. Je ne veux pas accabler les gendarmes, ni la préfète déléguée qui est sur place. Ils ont vécu les gendarmes parce qu'ils étaient prépositionnés. L'État avait pensé faire le nécessaire en prépositionnant des hommes, du matériel de secours avant le cyclone. Ils ont subi un cyclone qu'ils ne connaissaient pas. L'intensité de ce cyclone les a surpris. Le bâtiment dans lequel ils étaient, comme la préfecture, comme ailleurs, les 4 bâtiments les plus, soi-disant, les plus résistants, n'ont pas tenu face à ce cyclone. Et donc, effectivement, on me dit que les gendarmes ont été sous le choc. Et aujourd'hui, Saint-Martin est livré
bien, c'est réel, ça n'est pas un mythe. Pour prendre des armes et des munitions, vous avez des hommes armés qui aujourd'hui circulent sur des routes, qui peuvent bloquer des routes, et c'est seulement maintenant, il y a quelques heures, que l'armée, que des militaires ont pu débarquer. Et moi, je pose une question, parce qu'il y a une question sur laquelle il faut interroger le gouvernement. Pourquoi, alors qu'on est capable de se projeter au Mali et d'intervenir rapidement, on a des transats qui savent faire des missions et projeter des hommes très rapidement quand il y a un front, pourquoi avoir attendu plusieurs jours avant de pouvoir positionner des militaires? Il fallait remplacer tout de suite les gendarmes qui étaient épuisés et les positionner là. Les habitants aujourd'hui n'en peuvent plus Laurent et Vibert, sont dans la souffrance. vous êtes d'accord pour dire qu'on n'a peut-être pas été assez réactif? C'est ce que je crois comprendre. Je suis ancien militaire aussi, donc 25 ans, notamment chez les pompiers de Paris en grande partie. Tout ne se décide pas malheureusement aussi facilement. C'est toujours, et c'est légitime, d'attendre un maximum et un effet coup de poing. On a encore du mal dans les organisations qui sont comme les nôtres. On n'a pas l'équivalent de la FEMA aux États-Unis, c'est-à-dire une agence fédérale qui peut prendre le lead à un moment donné et qui envoie des forces en nombre et suffisamment. Donc on est toujours dans une sorte de, pardonnez l'expression, mais d'épicerie, c'est-à-dire qu'on va progressivement envoyer un DICA, un détachement d'intervention catastrophe ou cataclysme aéromobile, et ça va être 20 hommes, 30 hommes, 40 hommes. En effet, et j'entends le message, c'est de se dire, mais on avait besoin peut-être de 500, de 1000, la loi du nombre, mais c'est très complexe. Je ne veux pas prendre la défense. Entre Oui, la Guadeloupe, que vous connaissez bien. La République, Non, mais pardon. il y a quand même une gestion de crise interministérielle qui est mise en place. Tous les ministères essayent d'apporter le maximum, mais vous avez des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler en mode dégradé. Ça, c'est très important dans la gestion de crise. Alors, vous devez avoir des gens, et notamment les militaires, ont on va être l'habitude très de... clair.